Bonjour à tous, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, je ne sais pas si Jacques Attali est là, mais je le saluerai tout à l'heure. Bonjour à tous, je vais vous parler en quelques mots de ce que ce gouvernement fait pour l'économie positive, en clair les travaux pratiques du côté de la puissance publique. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, à partir du rapport qui a pu être fait et remis au président de la République la semaine dernière par Jacques Attali sur l'économie positive, d'en tirer quelques leçons et de mettre en œuvre des choix qui contribuent à améliorer la biodiversité économique dans notre pays, c'est-à-dire faire en sorte que l'on s'inscrive dans une logique de moyen et long terme, pas simplement quand on est une coopérative, une association, pas simplement quand on est une fondation ou une mutuelle, ce qui sont les entreprises de l'économie dite l'économie sociale et solidaire, mais quand on est une entreprise classique. En clair, est-ce que nous sommes capables de polliniser l'économie classique par des principes, des valeurs qui font en sorte qu'on se préoccupe de l'impact social de la création de richesses et de l'impact environnemental de la production. C'est un sujet extrêmement important. Mais je voudrais commencer, vous m'en voudrez peut-être beaucoup, mais je vais faire un petit reproche à Jacques Attali. Je l'ai écouté hier matin sur France Inter. Sur France Inter, il disait qu'il y a 3 catégories de dirigeants politiques. La première catégorie, c'est ceux qui disent il y a de la crise, il ne faut pas bouger parce que c'est la crise. La deuxième, c'est ceux qui disent la crise est finie, donc il ne faut pas bouger puisqu'elle est finie. Et la troisième, c'est celle dont il disait hier qu'elle était la catégorie des dirigeants politiques introuvables, ceux qui anticiperaient la crise pour réformer le modèle économique. Et là, je lui fais ce reproche parce que je le crois sévère, eu égard aux choix politiques qui sont inscrits aujourd'hui, pas simplement dans les orientations qui sont celles de la France, mais de plusieurs pays européens et de plusieurs pays émergents. Il y a la volonté de tirer les leçons de la crise. Comment ? En faisant en sorte, peut-être pas de ralentir l'économie, mais faire en sorte que les processus de production et de consommation soient plus tempérants. Tempérants au sens où on respecte davantage l'environnement, mais aussi les conséquences sociales de la production. Et cela se traduit par des engagements qui sont des engagements très précis, qui sont des engagements qui seront inscrits dans la loi, si l'Assemblée nationale et le Sénat nous font l'amitié de voter la loi que j'aurai l'honneur de défendre devant eux en novembre sur l'économie sociale et solidaire. Et ça va avoir une première incarnation qui fait écho à une des recommandations du rapport Attali. Alors je dis rapport Attali, le dernier en date, puisqu'il y en a en général une belle pile aujourd'hui de rapport Attali, mais le dernier en date, qui voudrait qu'on change et qu'on modifie ce qu'est l'objet des entreprises pour faire en sorte qu'elles se fixent un objet d'intérêt général à travers la création de richesses, qu'elles contribuent à l'intérêt général. Dans la loi sur l'économie sociale et solidaire, nous allons donner la possibilité à un jeune entrepreneur d'entreprendre sous la forme d'une entreprise sociale et solidaire, sans pour autant être une association, une coopérative ou une mutuelle. Sous la forme d'une SAS, toute simple, avec des objectifs, l'encadrement des salaires, l'encadrement de la distribution des dividendes, la volonté de placer une partie des excédents des profits sous la forme de réserves impartageables pour préparer l'avenir, ce sera inscrit dans la loi et permettra demain à ce qu'un jeune entrepreneur, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui innove, mais qui souhaite le faire en donnant du sens ou un sens supplémentaire à son entreprise, puisse le faire en France sous le statut de l'entreprise sociale et solidaire. Parmi les recommandations qu'il y avait dans le rapport Attali, on distinguait le court terme et le long terme. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de sources d'inspiration dans ce rapport, mais aussi beaucoup de confirmations, d'intuitions qui avaient été les nôtres. Quand je dis intuition, pas des intuitions, en réalité d'un diagnostic que nous avons fait sur le fonctionnement de l'économie française et la nécessité de valoriser celles et ceux qui entreprennent, mais se préoccupent de l'insertion des travailleurs en difficulté, de l'impact social de leur activité. Nous inscrirons par exemple, je donne 2 exemples, dans la loi, le principe des marchés réservés à travers la commande publique pour les entreprises qui se préoccupent de publics vulnérables. Public vulnérable, ça peut être une personne en situation de handicap, ça peut être plus souvent une personne qui a été cabossée par la vie parce qu'elle a connu le chômage, parce qu'elle a connu une interruption de travail, bref, et qui aujourd'hui appelle de la part des entreprises un encadrement plus important, pas parce qu'elles sont moins productives, ces personnes, mais parce qu'il faut les requalifier. Cela justifie de la part des pouvoirs publics que l'on oriente la commande publique vers ces entreprises. Nous inscrirons dans la loi le principe des marchés réservés pour les acteurs de l'insertion par l'activité économique et les entreprises sociales ou solidaires d'utilité sociale qui seront reconnues dans la loi.
Deuxième proposition de court terme proposée par le rapport qui a été écrit par Jacques Attali, mais pas que par lui, et tous les experts qui sont autour. Je dis ça parce que je vois plusieurs personnes qui ont largement contribué à l'accompagner dans ce travail important. Le fait que demain, à côté des pôles de compétitivité, vous en avez tous entendu parler, on puisse avoir des lieux, des pôles, dans lesquels des entreprises dites du privé classique et des entreprises dites du privé non lucratif se retrouvent à travers des instituts de recherche, de formation, des entreprises de services, pour créer des pôles de coopération. Seront non seulement inscrits dans la loi la création de ces pôles, mais je vous confirme en tout cas, le lancement d'un appel à projet doté de plusieurs millions d'euros pour financer le développement et l'émergence de ces pôles territoriaux de coopération économique, de façon à ce que ces coopérations entre le privé classique, les acteurs publics et le privé non lucratif se construisent autour de projets pensés sur les territoires. On n'a pas forcément les mêmes besoins selon les territoires. Et ce qui est frappant dans les PTCE, c'est comme ça que ça s'appelle, pardon pour l'acronyme, on est en tout cas dans l'ESS, encore un acronyme, c'est qu'il y en a beaucoup, mais ces pôles territoriaux de coopération économique visent à justement faire le diagnostic des besoins qui existent sur un territoire et à construire des coopérations qui permettent d'éviter la fuite d'emplois, qui permettent de relocaliser des emplois et surtout qui permettent de créer des emplois qui ont une utilité sociale et un impact environnemental. C'est ainsi qu'à Saint-Étienne, on a un pôle sur la culture, c'est ailleurs sur l'innovation, etc., etc. Il existe aujourd'hui près d'une quinzaine de pôles qui ont émergé naturellement, sans que l'État y mette un sou. Nous voulons les aider à se structurer, les aider à se développer et favoriser l'émergence. Là encore, cela rejoint une des propositions de court terme du rapport fait par Jacques Attali. Bon, il y a plusieurs mesures comme ça de court terme qui seront inscrites dans la loi. Je reviens sur une mesure qui me paraît fondamentale dans le changement d'approche que nous avons du financement de l'économie. C'est que jusqu'ici en France, quand vous étiez un entrepreneur et que vous vouliez innover socialement, difficile de trouver un banquier public ou un banquier privé qui comprenne ce qu'était l'innovation sociale. L'innovation technologique, on sait à peu près ce que c'est, on voit immédiatement les conséquences que ça peut avoir, mais qu'est-ce que l'innovation sociale? Et cela se finance-t-il? Or aujourd'hui, que constatons-nous dans nos économies? C'est qu'il existe une multitude de besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits, ni par le secteur public, ni par le secteur privé, et qui justifient que l'on crée de l'activité de façon à ce que dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, en faveur de leur autonomie, dans le domaine de la prise en charge de la petite enfance, on construise des stratégies qui se fondent sur l'innovation sociale. Et je veux insister sur un choix politique de ce gouvernement dont on a hélas peu entendu parler. On parle beaucoup d'autres choses, mais ça c'est la loi du genre, mais pas de ce dont je vais vous parler. L'engagement a été pris par ce gouvernement sur le quinquennat de créer plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de places supplémentaires de garde des tout-petits. Pourquoi? Parce qu'on constate, je suis élu de Trappes, dans les Yvelines, on constate par exemple sur ma commune que le nombre de familles monoparentales, des femmes seules qui ne trouvent pas de solution pour faire garder leurs enfants, ce nombre de familles ne cesse d'augmenter. Or, les besoins en garde de ces tout-petits sont des besoins parfois décalés. Des gardes le soir, des gardes tôt le matin, parce qu'on a un travail qui est en horaire dit décalé. Et si la garde ou l'absence de mode de garde devient un obstacle à l'entrée dans l'emploi, on voit bien en quoi tous les handicaps se concentrent sur les mêmes territoires. D'où l'importance vis-à-vis de ces territoires-là, notamment, mais aussi en milieu rural, de construire des solutions de mode de garde collectif ou de mode de garde individuel qui permettent de résoudre la difficulté quotidienne de femmes seules, parce que quand je dis famille monoparentale, reconnaissons que souvent ce sont des femmes seules qui sont empêchées de travailler. Eh bien, la stratégie du gouvernement, elle s'appuie sur une offre qui va être une offre qui fait intervenir l'État. L'État à travers la scolarisation plus précoce, notamment dans les ZEP, des enfants dès 2 ans en maternelle, les collectivités locales à travers les offres de crèches municipales, le secteur privé non lucratif à travers les crèches parentales, les crèches associatives, les entreprises privées à travers les crèches d'entreprise. Il y a là une stratégie qui est une stratégie de coproduction pour répondre à un besoin social non satisfait. C'est de l'économie positive. Parce que l'économie positive, elle s'appuie sur l'innovation, le désir d'entreprendre, la volonté de rendre service, de servir l'intérêt général, sans pour autant limiter la responsabilité d'initiative à un seul acteur. Et c'est un changement de doctrine pas neutre pour un pays comme le nôtre. Parce qu'hier, là où il y avait un besoin social non satisfait, on répondait
une administration nouvelle ou un service public nouveau. Moi, je crois beaucoup au service d'intérêt général, au service public en général, d'ailleurs, et je regrette que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la contribution de la Commission européenne ait toujours été positive sur le maintien du niveau de service public en Europe, mais ça, je n'ouvre pas le débat ici, parce qu'on peut aussi parler d'économie négative, en tout cas de politique négative, mais là, c'est de l'économie positive. Pourquoi? Parce que nous allons faire de la coproduction qui va s'appuyer sur la structuration du secteur privé non lucratif, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Alors on m'a dit qu'il y avait un timer pour que je vérifie le temps qu'il me reste. Ça va, j'ai encore 10 minutes. Largement, si ça vous ennuie depuis 10 minutes, je sens que je vous ai complètement mis une chape de plomb sur la tête, mais je vais donc poursuivre pour vous dire que cette doctrine-là, qui est celle du gouvernement, a pour objectif de changer l'approche que nous avons de la satisfaction des besoins sociaux. Puis, je voudrais pas vous quitter sans vous parler de ce qui reste quand même le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, que ce soit dans le champ de l'économie positive ou pas, c'est quand même les sous. Et de savoir comment on finance un projet. Je vous ai dit que demain, nous financerions l'innovation sociale. Je ne vous ai pas dit comment, grâce à la création d'un fonds d'innovation sociale abondé et par BPI France et par les régions, donc qui instruira des projets au plus près des territoires, sans qu'il y ait une instruction nationale d'un projet qui peut être un projet sur un territoire, au Havre ou ailleurs, où on n'a pas forcément besoin que l'État mette son tampon, mais plutôt d'avoir des interlocuteurs qui connaissent la réalité des besoins et connaissent celles et ceux qui sont en capacité de créer l'activité. Ce fonds d'innovation sociale va pouvoir travailler, il va pouvoir financer des projets à partir d'une définition assez simple de l'innovation sociale, c'est l'innovation sociale, c'est la réponse à un besoin social non satisfait sur un territoire, même si on découvrira qu'on n'inventera pas dans chaque territoire le fil à couper le beurre et que ce qu'on inventera ici sera souvent la reproduction de ce qui s'est fait ailleurs. Et je reprends un exemple qui m'est cher et qui boucle avec ce que je vous disais sur la petite enfance. C'est quand même invraisemblable que depuis 25 ans, dans ce pays où on prend en charge les petits dans des crèches, il y ait si peu de crèches ouvertes 24/24, 7 jours sur 7. Il en existe quelques-unes en France. C'est très innovant parce que ça répond aux besoins de familles qui ont des horaires décalés, mais ça répond aussi à des situations où on connaît un conflit dans la famille, des situations de violence, et on a besoin de modes de garde provisoires pour ces tout-petits. Ce que nous ne sommes pas parvenus à structurer dans le passé en France, c'est la capacité à répliquer, à dupliquer l'innovation sociale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les structures pour le faire, mais surtout il n'y a pas la tuyauterie, les financements pour permettre cette réplication. Le fonds d'innovation sociale interviendra, mais pas que le fonds d'innovation sociale. BPI France, à travers la mobilisation de 500 millions d'euros pour des projets issus d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une fois qu'on a dit 500 millions d'euros, ça peut être un fétiche, c'est facile, l'engagement est tenu, on met 500 millions d'euros, et puis après, M. Dufour, directeur général BPI France, s'arrange avec cet engagement et se débrouille pour que dans le rapport de fin d'année, il puisse justifier qu'il a globalement mis quelques dizaines de millions d'euros dans des acteurs de l'ESS. Ce n'est pas exactement ce que nous voulions, et nous leur avons demandé de travailler très concrètement sur des outils financiers qui viennent en réponse des besoins qui sont ceux des acteurs du privé non lucratif. Ce sont des besoins en fonds propres, en quasi-fonds propres, parfois des avances remboursables, du crédit, du petit crédit, du microcrédit, parfois des besoins de financement de très gros projets à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle de l'Hexagone. Et nous avons voulu que la variété des instruments existe de telle manière que une entreprise sociale et solidaire ne puisse pas se voir refuser un financement public qui lui permettra d'obtenir des financements privés juste en raison de ses statuts ou de la forme capitalistique qui est la sienne. C'est ce travail qu'a fait BPI France, et je veux saluer le boulot très concret qui a été fait et qui a permis d'annoncer, il y a déjà maintenant plus de 2 mois, par BPI France et son directeur général Nicolas Dufour, l'existence de ces produits dont, ça tombe bien, c'est encore une proposition du rapport Attali, la création d'un prêt participatif, social et solidaire, destiné aux petits projets pour amorcer la création de ces projets dans le champ des besoins sociaux et qui sera accompagné, ce prêt participatif, social et solidaire, de la création d'une plateforme en ligne de crowdfunding sur le modèle de ce qui existe déjà et qui soutient bon nombre d'initiatives. BPI France s'inscrit aussi dans une logique de financement participatif, ce qui est la volonté de la part du gouvernement et de cet instrument de notre politique de tenir compte de tous ces projets qui émergent et qui visent à, ce que je disais tout à l'heure, alimenter, nourrir la biodiversité économique dans notre pays.
Donc voilà ce que sont quelques engagements du gouvernement. J'insiste là-dessus, sur le fait qu'il y a peut-être des banquiers dans la salle, mais le problème, ce n'est pas tellement l'alambic qu'on est capable de faire. Et Dieu sait qu'en matière de financement, les alambics peuvent être compliqués, avec une tuyauterie très compliquée. Pour découvrir qu'en clair, pour financer, il faut mettre 10 kilos de pommes de terre pour avoir une toute petite goutte d'eau de vie à la fin, c'est-à-dire un projet sélectionné sur 10 000. Si ça avait été cela, nous serions passés complètement à côté de notre objectif. Ce que nous voulons, c'est en situation, notamment à travers le système des avances remboursables en matière d'innovation sociale, d'aller au bout de l'idée d'un entrepreneur social et solidaire. Et je dis ça pourquoi j'insiste sur ces avances remboursables? Parce que je veux mettre cette initiative française en regard des initiatives britanniques, notamment. Moi, j'ai aucun problème et je respecte la spécificité de chaque pays. Mais j'étais présent au G8 sur la finance sociale, ou la finance à impact social à Londres, voulu par le Premier ministre Cameron, et qui a réfléchi sur les manières de mobiliser davantage d'instruments pour financer l'innovation sociale. Et avec deux approches très différentes des Britanniques, d'un côté, des Français et des Américains de l'autre, sur justement l'innovation sociale. En Grande-Bretagne, on parle aujourd'hui des Social Impact Bonds. En clair, comment faire en sorte d'indexer la rémunération ou le rendement d'un investissement sur un résultat social. Je veux lutter contre la récidive d'un certain nombre d'ex-prisonniers. Eh bien, selon le résultat que j'aurai, eh bien, j'aurai un rendement plus ou moins important à l'investissement que j'ai placé. Bon, c'est pas trop notre culture, il faut être très honnête, que cela. Pourquoi? Parce que il est une différence quand un Social Impact Bonds se déploie dans des pays où il y a encore de l'État, il y a encore des structures de médiation, et d'autres pays où l'État est beaucoup moins présent, les structures de médiation beaucoup moins présentes, les corps intermédiaires beaucoup moins présentes que dans un pays comme la France, l'Allemagne, voire même les États-Unis. Et donc la mesure de l'efficacité de l'action n'est pas mesurable de la même manière. Nous travaillons avec, notamment en lien avec la présidence, en tout cas les Américains, sur des modèles assez semblables. Le principe d'avance remboursable, où en clair, si votre projet échoue, bah, vous n'avez pas à rembourser. Si il réussit, vous rembourserez ce qui a été votre mise initiale. C'est ainsi, en tout cas la doctrine que nous avons choisie du Fonds d'innovation sociale. Je dis ça pour dire quoi? Que tout le monde s'intéresse aujourd'hui à la finance à impact social. Mais moi, je me méfie quand même un tout petit peu d'un discours qui est un discours parfois très positif, c'est l'économie positive, où on en oublie, pour certaines entreprises, que le premier acte positif, c'est parfois d'accepter de payer ses impôts. Pour un certain nombre de grands groupes qui ont des stratégies d'optimisation fiscale qui sont telles que je pense que le fait de créer une fondation ne compense pas le fait qu'ils ne payent pas d'impôts là où ils devraient parfois en payer. Et qu'un des messages qui doit être aussi le nôtre, c'est pas de demander l'augmentation des impôts, c'est que celles et ceux qui veulent s'inscrire dans l'économie positive aient des logiques qui s'abstiennent de passer par des paradis fiscaux et s'abstiennent de construire des stratégies d'optimisation fiscale pour, au bout du compte, ne pas contribuer à ce qui est le premier acte élémentaire et citoyen d'une entreprise, à l'intérêt général, à travers la contribution à hauteur de la faculté qui est la sienne à la collectivité. Donc je termine par ça, ça fait écho au débat sur le budget. Il me reste 2 minutes, je ne pouvais pas manquer de vous en parler un tout petit peu, pas parce qu'on est obsédé par l'impôt, mais parce que ce serait bien de rappeler à quoi il sert, surtout quand on parle d'économie positive. Je termine, je vais adresser mon message plus particulièrement aux plus jeunes, puisque je sais qu'il y a des étudiants que j'ai croisés tout à l'heure de Sciences Po, mais il y en a ailleurs. Moi, ce qui me rend positif, c'est de voir quel engouement il existe aujourd'hui dans ce pays pour l'entrepreneuriat social. Au dernier salon des entrepreneurs à Paris, au Palais des Congrès, 15% de l'espace physique, c'était l'entrepreneuriat social. Or, l'entrepreneuriat social, c'est l'économie sociale au sens classique, les coopératives, les SCOP, les mutuelles, et nous allons par la loi renforcer ce modèle-là, les associations aussi, qui sont parfois dans le champ concurrentiel, mais ce sont aussi bon nombre de jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise, mais sous des formes qui leur permettent de lever le capital nécessaire au déploiement de leur activité, mais avec des objectifs qui sont des objectifs sociaux et environnementaux. Ça, on va parier dessus. Ce sera inscrit dans la loi, il y aura des moyens pour vous aider en ce sens, mais je fais, moi, de la création de l'entreprise sociale et solidaire le moyen ou l'instrument le plus efficace pour polliniser, en quelque sorte,
l'économie classique des valeurs et des principes qui sont ceux de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie positive. Et je terminerai par une définition. Je rappelle juste que quand on est privé non lucratif, ça veut pas dire qu'on est une entreprise privée qui perd de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on est une entreprise privée qui ne fait pas d'argent du tout et qui est neutre. Ça veut dire qu'on est une entreprise privée qui fait des bénéfices, qui n'oublie pas l'étymologie du mot bénéfice, bénéficius, bienfait, et qui se préoccupe de faire en sorte que ces bénéfices, ces marges, soient ou réinjectés dans l'entreprise ou aient une utilité sociale. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont du privé lucratif ne s'en préoccupent pas. Mais ça veut dire que ceux-là, du privé non lucratif, inscrivent ces principes-là dans leur statut. Gouvernance démocratique, gestion des intéressés, caractère non lucratif. Eh bien, le fait d'alimenter la biodiversité économique par ces initiatives-là, c'est bon pour l'économie française, c'est bon pour la France, et ça veut se dire qu'on crée de la richesse, mais que cette richesse, outre qu'elle permet de créer des emplois, nous permet d'avoir un impact positif sur la société, la cohésion sociale, la solidarité et l'environnement. Je pense que c'est une belle mission pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être des baby-boomers, se posent la question de savoir quand ils partiront à la retraite et s'ils auront une retraite. Bon, je vous garantis que vous en aurez une quand même, mais que travailler dans ce sens-là, moi je vous encourage à vous retrousser les manches et vraiment à vous engager en faveur de l'entrepreneuriat social. C'est une belle cause pour vous, c'est une belle cause pour le pays. Merci.